Aujourd'hui, je voudrais vous parler du contenu du livre de Laurent Oberton sur la France Big Brother. L'auteur et journaliste, auteur du livre La France Orange Mécanique, vendu à plus de 200 000 exemplaires, est également auteur du livre Utoya. Il est important de souligner que cet écrivain à succès est totalement ignoré des médias qui n'en parlent jamais. C'est un peu le thème de son livre La France Big Brother. Peut-être n'aurez-vous pas le temps de lire son livre, mais je voudrais attirer votre attention sur ce contenu étonnant qui pourrait bien vous donner la clé du mal-être actuel de notre société et surtout sur la façon dont nous sommes en permanence manipulés par nos élites et leurs complices, les médias. Le problème est si grave qu'on a la sensation d'avoir été lobotomisé au point que nous avons aujourd'hui peur de penser d'une certaine façon ou peur de ne pas parler comme tout le monde. La preuve en est que si, aujourd'hui, après les événements tragiques du 11 janvier 2015, vous ne dites pas « je suis Charlie », vous avez au fond de vous la sensation du risque que tout le monde croira que vous êtes solidaire des tueurs. C'est absolument incroyable. Pourtant, on nous a implanté cela dans notre cerveau de la façon la plus insidieuse avec une efficacité aussi redoutable que rapide. Personnellement, j'ai été abasourdi de constater que dans l'heure où ces événements se sont produits, le fameux slogan « Je suis Charlie » était déjà dans toutes les bouches et dans tous les esprits. Mais ce n'est pas tout. Avez-vous remarqué que dans les 2 heures, tout le monde a arboré dans les rues et sur le net ou à la télé un panneau « Je suis Charlie » en format A3, en police de caractère blanche sur fond noir. Il n'y avait aucun panneau qui n'utilisait une autre police de caractère. Je ne peux pas vous donner d'explication à ce phénomène, mais je l'ai constaté. Et je me pose toujours la question, comment cela a-t-il pu être possible techniquement? Puis j'ai vu apparaître un autre slogan, pas d'amalgame. J'ai vu pas mal de personnes dans un cadre privé dire ce slogan en rigolant, car beaucoup ont interprété cette petite phrase comme si on nous prenait pour des débiles mentaux. Vous vous demandez pourquoi je dis cela? Eh bien, c'est fort simple. Je vais vous l'expliquer. Les bases de l'islam, il faut le savoir, sont fondées sur des écrits sacrés que l'on appelle le Coran. Nous savons tous que les musulmans sont des gens très religieux, qui respectent à la lettre les préceptes contenus dans le Coran. Or, le Coran contient bon nombre d'incitations à la violence et au meurtre envers l'infidèle. Mais qui est l'infidèle à votre avis? Si vous ne le savez pas, l'infidèle, c'est le non-musulman. Donc, dans l'éventualité où vous seriez chrétien, bouddhiste ou sans religion, vous faites partie des cibles potentielles des islamistes. J'ignore pour quelle raison on ne nous met pas en garde contre cela. Pourtant, le danger existe vraiment. C'est écrit noir sur blanc. Vous pouvez vérifier. Je n'ai rien inventé et ce que je vous dis n'est pas le fruit de mes états d'âme. Je ne fais que me poser des questions en me basant sur des réalités qui nous sont cachées. C'est tout. Alors quand on nous dit pas d'amalgame, moi je veux bien, mais comment dois-je prendre la chose ? Dois-je n'avoir aucune prudence en me disant que le risque de voir se multiplier d'autres 11 janvier n'existe pas? Dois-je avoir une confiance aveugle en nos amis issus du Maghreb? À votre avis, les frères Kouachi et le fameux Koulibaly, avant de passer à l'acte, ils étaient sans doute de très braves garçons, très appréciés de leur quartier et de leurs amis. Koulibaly avait même été reçu à l'Élysée, oui, par le président Sarkozy, en tant que citoyen modèle. Oui, croyez-moi, c'est la vérité. Tout est vérifiable sur Internet, je n'invente absolument rien. Donc, si mon raisonnement tient debout, tous ceux qui se livreront à d'autres tueries plus tard sont actuellement de très braves types, qu'il ne faut pas amalgamer, et dont on ne doit pas se méfier sous peine d'être très mal vus par nos élites et par la masse populaire. Symboliquement, c'est comme si on voulait nous faire croire que le sida, ce n'est pas grave, et qu'on ne risque rien à l'attraper. Ne mettez pas de préservatif, c'est les autres qui l'attraperont, pas vous. Alors tout ça, c'est bien gentil, me direz-vous, mais que faut-il faire alors, puisque personne ne propose de solution? Moi, je ne vois qu'une seule chose, que je pratique personnellement. Je suis extrêmement prudent et je ne crois plus du tout en tout ce que disent les médias. Croyez-moi, ce n'est pas facile d'entendre d'autres sons de cloche, car tout est verrouillé par la bien-pensance. L'information est filtrée, censurée, transformée, édulcorée. Je constate que les médias, dits classiques, ont perdu la confiance du peuple qui commence à se rendre compte de ce qui se passe. Je cherche donc d'autres pistes pour entendre d'autres versions et j'essaye de me faire mon avis personnel. C'est ainsi que j'ai découvert tvliberté.com, c'est une télévision privée sur Internet qui traite tous les sujets qui ne sont pas politiquement corrects ou les sujets que l'on veut nous cacher. J'ai aussi découvert Boulevard Voltaire, c'est un journal sur Internet qui décode l'actualité et qui nous livre des infos non transformées par la mafia médiatique habituelle. C'est sur TV Liberté que j'ai découvert une interview de Laurent Oberton. Je vais vous expliquer tout ce que dit ce journaliste écrivain. Il dit que le problème dépasse le simple cadre des médias, car cela concerne ceux qui détiennent l'expression en France.
On parle beaucoup de la liberté d'expression alors qu'on ferait mieux de parler de l'équité d'expression. Par exemple, si vous dites quelque chose à votre voisin, vous avez le droit de le faire, mais celui qui a le pouvoir de la télévision pourra dire la même chose à des millions de personnes, ce que vous ne ferez jamais dans toute votre existence. Pourtant, en dehors de ce que relaient les médias, il y a d'autres écrits, d'autres pensées qui existent en dehors du système officiel, qui intéressent de plus en plus les gens. En 1984, George Orwell fut sans doute le premier écrivain qui parla de la double pensée. Quand on raisonne comme les individus qui contrôlent l'expression, on se rend compte que la double pensée est capitale chez eux. Par exemple, la façon qu'ils ont de promouvoir la pensée du vivre ensemble pour passer leur vie à le fuir. Ce n'est qu'un simple exemple, mais tout est comme ça. Leur vie, c'est comme ça. On disait la même chose dans le passé par la fameuse phrase « Faites ce que je dis, mais ne faites pas ce que je fais ». Cette manipulation, ce conditionnement médiatique pourrait être apparenté au dressage d'un animal domestique par le principe récompense-punition. C'est comme en publicité. On fait entrer dans votre cerveau des phrases, des slogans que vous devez répéter dans votre cadre familial et social dans le but de vous faire acheter un produit de consommation. Eh bien, on fait la même chose avec un slogan politique où vous devez répéter quelque chose comme par exemple « pas d'amalgame ». D'ailleurs, lorsqu'on demande aux gens pour quelle raison ils répètent ce slogan, d'où il vient, qui l'a mis dans votre tête, ils ne se rendent même pas compte que ce slogan a été imposé par la télévision, par les médias, par un matraquage systématique. Ce matraquage ne fonctionne pas s'il n'y a pas de récompense. D'ailleurs, lorsqu'on prononce ce slogan de la rue, qu'on se l'approprie, on sent une sorte de supériorité morale vis-à-vis des gens. Quand on dit pas d'amalgame, on touche à quelque chose de supérieur. On fait partie des gens de bien. On a compris quelque chose que les autres n'ont pas compris. Ils pensent bêtement qu'on peut faire un lien entre les choses, mais nous, on a passé un cap. Il y a, après cela, le versant punitif. Si vous faites l'amalgame, vous vous mettez en dehors d'une certaine humanité portée puissamment par les médias. Nous sommes en fait les flics de notre propre pensée. Nous jouons le jeu et nous finissons par répercuter cette sorte de terreur organisée. La pensée s'uniformise de plus en plus et il est beaucoup plus confortable de l'adopter que de s'élever contre elle. Parlons maintenant de monsieur moyen. Nous sommes tous des monsieur moyens. Nous sommes des individus qui subissons la télévision et l'actualité et nous avons tellement d'intérêt dans notre vie actuelle, professionnelle, course à la consommation, nous avons tellement investi dans cette société-là que nous ne pouvons pas prendre le risque de s'en détacher pour réfléchir et pour éventuellement la combattre. Donc, Monsieur Moyen a accepté de se soumettre à un maître, Big Brother. Il a accepté de se soumettre à la consommation, à la morale dominante et à mettre entre parenthèses son existence. Il s'en remet à l'État tout-puissant et lui-même, en tant qu'individu, n'a pas d'existence propre. Qui que nous soyons, nous avons tous une sorte d'autocontrôle lorsque, dans une conversation, dans la rue, nous avons tous une retenue automatique. Nous mesurons chacune de nos paroles, de nos propos, car nous avons peur de quelque chose. Il ne faut surtout pas aller trop loin. C'est assez incroyable que d'avoir réussi à imposer cela à une société entière. Comment cela s'est-il passé? Qu'est-ce qui nous a mis dans la tête tous ces slogans, tout ce matraquage et cette peur permanente, cette sorte de culpabilité, de retenue? C'est beaucoup plus simple d'aller hurler avec les loups plutôt que d'émettre un doute à un moment donné. L'animal a une peur panique d'être exclu du groupe, l'être humain aussi. Il y a quelques millions d'années, à l'époque de l'homme des cavernes, c'était mortel d'être exclu du groupe. Il nous en est resté, ce réflexe de survie, exploité par nos élites et les médias à leur solde. L'être humain émet donc toujours des jugements qui vont dans le sens de la vie générale. On peut opposer les messieurs moyens à la secte des yeux ouverts. Cette secte des yeux ouverts est composée d'individus désespérés qui estiment qu'il y a peut-être une autre vérité. Ils voient très bien que cette espèce de folie collective les emmène dans une sorte de précipice, même s'il y a un enthousiasme général pour s'y précipiter. Ils voient qu'il y a un problème logique. Lorsqu'on analyse froidement la situation, on voit que c'est très bien d'avoir des incantations, des rêves, des idéaux, sauf qu'il y a aussi le principe de la réalité. Les gens ont froidement compris que là, les choses n'allaient pas dans le bon sens, sauf s'ils sont contre la masse. Ils ont les yeux ouverts, mais sont confrontés à un bulldozer. Ils sont impuissants, ils achètent le livre de Zemmour, le suicide français, ils rient en voyant les progressistes à la télévision, mais cela n'apporte rien de plus. Ça s'arrête là. En fait, l'être humain est biologiquement domestiqué.
Les caractéristiques de la domestication, c'est la juvénilité permanente. C'est-à-dire qu'on passe notre vie à jouer, comme un chien en fait. Lorsqu'on a un État qui s'occupe de nous, on n'a plus besoin de se battre pour assurer notre survie. Nous survivons parce que nous sommes dans une société maternante. Notre société conserve un type d'individus qui ne sont pas aptes à survivre par eux-mêmes. Ne serions-nous pas en train de jouer contre nous-mêmes et de détruire petit à petit l'humanité ? Ce n'est pas une déclaration, bien sûr, mais c'est une question que l'on pourrait se poser. Si la sélection naturelle fonctionnait toujours, nous ne serions peut-être pas un peuple de dégénérés. Beaucoup de grands esprits se sont posé cette question en se disant « Le socialisme, c'est très bien, mais voilà les problèmes que ça va poser. » La sélection naturelle est finie. Même la médecine inverse la sélection naturelle puisque les gens les moins aptes se reproduisent. Quelque chose a basculé et beaucoup d'intellectuels socialistes ont fait remarquer que si cette situation continue, ça finira par poser un gros problème, car la masse d'individus qui en seraient issus coûterait très cher à la société, au point que la société pourrait ne pas être viable et que, par extension, même l'humanité n'arriverait plus à survivre pour faire face à la réalité. C'est en fait une question qu'il faudrait se poser, mais que tout le monde évacue pour rester politiquement correct. C'est la logique du progressisme que d'évacuer la réalité. On l'a vu avec les attentats sur Charlie Hebdo. La réalité viendra après. Pour l'instant, on se tient tous par la main, on fait une farandole et on espère que ça va s'améliorer. Sauf que la réalité, ce n'est pas ça. Les êtres humains font ce qu'ils leur rapportent. Les journalistes n'ont pas reçu d'ordre direct en ce qui concerne les attentats. Ils demandent aux gens dans la rue « Quelle est votre première préoccupation ?» Les amalgames. Ils n'ont pas eu l'ordre d'aller trouver les gens pour qu'ils répondent cela. Le journaliste s'est intégré dès le départ. Il sait que lui, il a une mission, c'est ça. Si quelqu'un lui dit « Oui, mais moi, l'islam, j'ai quand même un petit doute », il sera éliminé du reportage pour passer à la personne suivante et finalement, on ne gardera que la version officielle, c'est-à-dire celle qui est martelée par les médias pour donner l'illusion que toute la foule ne pense que comme ça. Cette morale progressiste rapporte concrètement un statut, une aura qui va au-delà des avantages matériels car il rapporte un avantage social. Vous avez droit à une sorte d'admiration, de supériorité morale absolue, car aujourd'hui, le nec plus ultra de la morale, c'est quand même de se dénigrer en tant que Français blanc et de faire la promotion absolue des gens différents. C'est ce qui est très pervers, que les gens perçoivent comme leur inférieur. On a recours systématiquement au slogan faisant la promotion de l'égalitarisme, l'antiracisme, le féminisme. C'est un véritable matraquage dont le fameux « pas d'amalgame » fait partie. Les journalistes ont une place prépondérante dans ce travail publicitaire. On constate que le journalisme est complètement verrouillé par la gauche. 80% des personnes qui fréquentent les écoles de journalisme savent ce qu'ils vont y trouver. Ces écoles les renforcent, leur donnent les armes pour propager leur idéologie. On ne veut pas faire carrière dans le milieu universitaire ou dans le milieu journalistique ou à l'éducation nationale ou dans tous les milieux importants sans être contrôlé. Par exemple, un chercheur se dit « Bon, je vais publier quelque chose. J'ai peur que ce ne soit pas politiquement correct. » Il ne pourra pas, il n'a pas la possibilité, il est jugé par ses pairs. Les publications sont contrôlées puis relayées dans la presse classique. S'il a envie que sa publication existe et que lui veut exister en tant que chercheur, il est obligé de faire quelque chose de conforme. S'il ne le fait pas, c'est fini pour lui. Il ne sera plus financé, il n'aura plus rien. On voit donc qu'il s'agit d'un tri automatique permanent. C'est pareil pour le journalisme et même pour l'art contemporain. C'est comme ça pour tout ce qui touche à l'égalité humaine. Tous les grands domaines de pensée française, tous les sujets qu'on voit traités à la télévision sont contrôlés. Certaines personnes font le parcours quand même, en se disant « Je suis sceptique en ce qui concerne l'idéologie dominante, mais je vais attendre un peu, ça va bien se calmer un peu. Je vais bien pouvoir un jour dire les choses telles qu'elles sont. » Mais finalement, elles passent leur vie comme ça. Pas mal de journalistes trouvent en effet cette mainmise scandaleuse, mais ils sont tellement investis dans cette société qu'ils ne pourront jamais le dire. Ils passeront donc leur vie comme ça, à se soumettre à ce système, et donc à ne jamais parler. Il n'y a même plus besoin de faire de la censure, c'est de l'autocensure permanente. Il s'agit d'un aveuglement volontaire, renforcé à chaque fois par les faits. Ce qu'il y a d'incroyable, c'est que, quelle que soit la réalité des faits, Big Brother parvient à la retourner à son avantage. Comme dans le cas des attentats du 11 janvier, vous avez des actes commis au nom de l'islam qui deviennent une sorte de kermesse anti-islamophobie. Et c'est comme ça à chaque fois. On essaye toujours de suggérer que c'est l'extrême droite qui a une responsabilité, comme avec Mohamed Merah, et qui finissent par nous dire qu'il ne faut pas faire de récupération, alors qu'ils ne font que cela en permanence. Pas d'amalgame, attention, c'est scandaleux, il faut faire attention. Et au bout de 3 ou 4 mois, les gens ont complètement oublié ce qui s'est passé.
Le matraquage a fait son œuvre et finalement on va oublier la tentative de manipulation. Cette grande manifestation sans précédent avec plusieurs millions de personnes dans Paris qui scandaient tous « Je suis Charlie », c'est finalement la démonstration de tout ce que je viens de vous expliquer. Beaucoup de gens ont suivi le mouvement avec sincérité, une inquiétude réelle du terrorisme qui se trouvait au bout du compte derrière une seule banderole qui proclamait « Je suis Charlie » ou « Pour le vivre ensemble » ou « Pas d'amalgame ». En fait, la foule a appuyé un message qu'ils subissent en réalité et dont ils ne mesurent même pas la teneur. Pour les gens, c'était légitime de faire ça. Ils ne voient pas que Big Brother leur dissimule ses propres crimes avant de dissimuler les crimes de l'islam dit radical. Parce qu'en réalité, c'est Big Brother qui a créé cette situation-là. Si on prend les responsables de la sécurité en France, par exemple Cazeneuve, Valls, Sarkozy, Hollande, qui ont tous profité concrètement du crime, tous sont responsables du suivi des délinquants qui sont devenus des terroristes. Ils ont bénéficié d'aménagement de peine, d'emplois aidés, etc., de remise de peine. Ils ont même été reçus à l'Élysée. On ne peut pas venir nous dire qu'ils avaient été laissés de côté, déclassés, parce que, il faut le dire, les jeunes de la Creuse ou d'autres départements français n'ont jamais eu tous ces avantages-là. On constate donc un échec absolu de ce système et malgré tout, François Hollande double son indice de popularité. Finalement, la quintessence de la manipulation réside dans le fait de systématiquement réduire chaque débat en mettant le bien d'un côté et le mal de l'autre. Donc, autrement dit, pour résumer, je suis Charlie, donc je suis bon, tolérant, ouvert pour l'égalité, ouvert d'esprit, etc. Et je ne suis pas Charlie, je fais donc forcément l'apologie du terrorisme. On peut faire la comparaison avec ceux qui hésitaient à être Charlie et à soutenir cette manifestation. Ils étaient ensuite mis de côté du mal absolu, du terrorisme contre la liberté. On sent très bien qu'avec ce gouvernement, les plus grandes menaces sont ceux qui ne suivent pas le mouvement. Les terroristes, c'est des pauvres gens, c'est des malheureux. Ça n'a pas été facile pour eux. Mais on sent bien que la menace absolue serait que le vivre ensemble qui n'a jamais existé se fissure concrètement dans l'esprit des gens. Ce serait la catastrophe. Pourtant, il se fissure. Quand Valls parle d'apartheid dans les banlieues, c'est comme reprocher aux gens d'avoir créé cette situation-là alors que les gens la subissent depuis très longtemps. Bientôt, c'est comme si on reprochait aux gens l'immigration. Ça n'a vraiment aucun sens, mais c'est ce qu'ils vont finir par faire. On s'aperçoit qu'il faudrait dans notre pays une situation désespérée pour que le peuple réveille son instinct de survie animale pour reprendre le contrôle de la situation et avoir une réaction très forte, ce qui est actuellement vraiment impossible, car l'instinct de survie est complètement inexistant. Les gens qui se font agresser sont capables de dire « Non, il ne faut pas faire d'amalgame. La domestication des masses est actuellement extrêmement puissante. » Nous sommes dans la situation des animaux de cirque. Vous avez le lion qui hésite à sauter à travers un cercle de feu, mais comme il a peur du fouet, il saute quand même, alors que cela n'a aucun sens pour lui, pour sa nature. Mais il le fait quand même parce qu'il a peur. Et nous, c'est pareil, nous sommes dans cette situation-là. Nous admettons à l'extrême, nous acceptons tout ce qui nous est donné d'accepter par la télévision. Nous sommes condamnés à penser que cette situation va se dégrader forcément et que nous ne réagirons qu'à ce moment-là, dans un moment de dégradation extrême, ce qui n'est pas du tout réjouissant. Notre perte d'instinct de survie est aussi une perte d'humanité et d'animalité qui fait la vie. La vie, c'est de vaincre l'adversité extrêmement dure, et quand notre organisme n'est pas mis à l'épreuve, il cesse d'évoluer. Il se trouve en situation de régression. C'est dans cette situation que nous sommes actuellement. Nous ne menons plus aucun combat pour rien du tout. Nous regardons passer les choses. Nous déplorons vaguement la perte de quelque chose d'un peu abstrait, une sorte d'identité, mais ça s'arrête là. Tant que l'organisme n'est pas directement sollicité, et tant que la vie n'est pas en jeu vraiment, il ne se passe rien. C'est pour cela que Big Brother est extrêmement puissant, parce qu'il a su créer les conditions de prospérité, entre guillemets, une illusion de course à la récompense qui ne peut jamais être satisfaite. C'est une forme de toxicomanie que de courir comme ça à la conquête d'une récompense factice. On tient toute la vie comme ça. On devient un peu fou, on survit, mais ce n'est que de la survie. Nous avons même l'illusion de la liberté au milieu de tous ces vecteurs de conditionnement. Si vous connaissez quelqu'un qui pense vraiment par lui-même, qui a une pensée qui lui est propre, eh bien je vous félicite, car on ne connaît personne comme ça. On peut croire que seul un ermite pourrait avoir ses propres pensées. Les gens répètent inlassablement des informations qui viennent d'ailleurs parce que ça leur sert d'une manière ou d'une autre. Ils n'ont plus aucune vision à long terme des choses.
Il y a quand même des voix qui s'élèvent au milieu de tout ça, même si elles sont un peu raillées, un peu blacklistées. Il y a notamment Éric Zemmour, qui a été viré d'ITélé, mais qui a toujours son émission avec Nolo sur une autre chaîne câblée. Il y a aussi Michel Houellebecq avec son livre, qui a fait beaucoup polémique, mais qui est sorti en librairie, qui n'est pas interdit, qui n'est pas victime de censure. Il y a Jean-Marie Le Pen qui a dit « Je suis Charlie Martel ». Et il y a Laurent Berton dont nous sommes en train de parler. Finalement, les personnes qui ont cette illusion de dissidence, de ne pas crier, de ne pas hurler avec les loups, sont aussi des outils de ce système. Car en fait, le système a besoin de diriger l'agressivité de ses troupes vers un ennemi. Sans cela, il n'y aurait pas de cohésion. C'est animal. Il faut qu'il y ait un ennemi au groupe. C'est le cas de Zemmour. On décide à un moment donné de le lyncher, d'essayer de le mettre à mort socialement. Il survit toujours, il revient toujours. On ne peut continuer le lynchage de manière plus ou moins infinie, et cela permet de resserrer les rangs contre la bête immonde. On peut croire que ces gens-là représentent une forme de fusible, une sorte de soupape de sécurité, afin de permettre aux gens de se dire « Ah, vous voyez, il y a quand même plusieurs pensées qui cohabitent ». Mais au bout du compte, on dit les choses, mais la situation continue. Donc, il ne se passe rien quand même. Donc, Big Brother est le plus fort pour l'instant, puisqu'il réussit à canaliser toutes les haines sur ce genre de personnages. Il y a peut-être des gens qui vont adhérer aux idées de ces personnes, ou qui vont adhérer à Zemmour, qui vont le soutenir. Mais concrètement, jusqu'où cela peut-il aller ? Il y a certainement une limite qui va très vite être trouvée. On voit que le constat dans notre pays n'est pas très réjouissant. Heureusement, il y a Internet qui est une source d'information très intéressante. C'est la raison pour laquelle l'État cherche des moyens pour restreindre plus ou moins les libertés sur le net. Internet, c'est catastrophique pour l'État, puisqu'il y a une liberté d'expression factice avec les médias en place qui contrôlent l'expression, ce qui est une illusion absolue de démocratie. Voilà, c'est ainsi que se termine cet exposé. Si vous avez envie d'être informé sur mes prochaines réalisations, et si vous appréciez mon travail, pensez s'il vous plaît à vous abonner sur ma chaîne YouTube. Merci de m'avoir écouté, et à une prochaine fois. Je vous souhaite de vivre une merveilleuse journée.